C'est pas la première fois que je parle de intelligence émotionnelle sur ce podcast, mais parce que je crois qu'on l'a perdu de vue pendant quasiment un siècle, où on était vraiment sur le psyché, sur comment réussir, on est quasiment dans le corps machine. Et puis aujourd'hui, on voit bien que ça revient de manière assez forte. Et aujourd'hui, je reçois Christophe Haag, qui est docteur et chercheur en psychosocial, qui est également professeur à l'EM Lyon, donc qui est une école de commerce. Et lui, il a une expérience un peu particulière, puisqu'il est allé à la rencontre de survivants de crash ou d'expéditions dans les montagnes. Il a été à la rencontre d'astronautes, de négociateurs du RAID, mais aussi de réalisateurs de films à Hollywood. Et avec Christophe, on parle de bilan émotionnel. Comment faire son bilan émotionnel, comment développer son intelligence émotionnelle. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe. Salut Grégory. On se connaît pas vraiment. Non. C'est Frédéric Lopez qui m'a dit qu'il fallait absolument que je te contacte, que je te reçoive, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc t'es chercheur et t'es docteur en psychosocial. Et aujourd'hui, on va parler de bilan émotionnel. C'est quoi ton constat aujourd'hui sur l'état émotionnel des gens, alors on va dire les Français pour limiter le spectre, mais... Alors je suis un optimiste de base, ouais. Mais mon bilan ou mon interprétation, elle n'est pas très joyeuse en ce moment. Moi je considère qu'on vit un hum émotionnel négatif. Je sais pas si tu vois ce que c'est, non. Mais c'est voilà, HUM, c'est une notion qui est comme ça utilisée par certains catastrophistes, qui te disent que voilà, il y a des bourdonnements ici et là sur cette petite boule bleue, et qui s'explique par le fait qu'on tape dans les ressources de la Terre, qu'on la maltraite, et donc derrière, elle se rebiffe. Moi, j'ai pris cette notion-là et je l'ai juste appliquée au domaine de la psychologie, et en disant, aujourd'hui, on vit un trop-plein d'émotions négatives. Il n'y a qu'à voir les réactions des gens dans les rues. Quand tu as deux bagnoles qui se percutent, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai observé ça à 30 km/h, tu as deux types en costume-cravate, ils se parlent pas, ils se cognent dessus. Donc ce trop-plein d'émotions négatives, je crois qu'à un moment, il faut un petit peu le corriger. Et comment est-ce que tu le corriges ? Voilà, c'est l'essence même de tous mes travaux, de mes enquêtes, de mes investigations sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut, nous, changer de mentalité ? Comment est-ce qu'on peut dépasser tout ça et transformer d'une certaine manière le toxique en quelque chose de bénéfique ? Et ça va intéresser plein de monde. Je sais pas, je pense qu'on... Je suis pas certain, mais je pense que les gens ne se considèrent jamais comme toxiques. Ou alors, ça serait... Donc on n'a jamais la sensation d'être soi-même toxique. Par contre, ce que tu m'expliquais, c'est que c'est important d'être en relation avec ces ombres, ces dark side. J'ai fait un épisode sur le sujet, sur le dark side, pour pouvoir apporter quelque chose de positif. Non, c'est comme ça qu'on commence son bilan émotionnel. Alors tu peux le commencer aussi en faisant un test d'enfluerie toxique dans le bouquin. Voilà, il y a un test comme ça pour savoir si on est une enflure toxique ou pas. Donc si on est quelqu'un qui contamine plutôt de manière régulière, négativement, les gens de son entourage. Donc là, tu peux voir à quel degré, quel niveau tu te situes. Et après, il faut aussi savoir que à peu près 20 à 30% des gens de notre entourage, en fait, nous considèrent comme un sale con. Donc, qu'on soit bienveillant, qu'on soit généreux, qu'on y mette toutes les bonnes intentions, on est quand même toujours, inéluctablement, le sale con de quelqu'un. Donc, il faut un peu, faire face dans un miroir à sa propre toxicité. Et derrière, effectivement, il y a des manières de la réguler aussi. Et comment est-ce que tu la régules ? Notamment en travaillant une compétence clé que moi j'appelle l'intelligence émotionnelle. Et une étude qu'on a menée récemment avec des collègues à EM Lyon montre que donc plus... prof aussi à EM Lyon. Plus t'es émotionnellement intelligent, moins t'es toxique, moins t'es machiavélique, plus tu as conscience de la conséquence de tes actes sur les autres. Donc en travaillant cette dimension-là, tu vas diminuer ton propre niveau de toxicité. Tu seras un agent pathogène, toxique, moins puissant. Donc moi, j'invite tout le monde, à se recentrer sur ça et sur cette dimension-là. Alors je peux te la définir en quelques mots. Ouais. Et l'intelligence émotionnelle, c'est quoi ? C'est en gros, c'est une capacité mentale qui te permet en fait d'utiliser les émotions, qui sont des informations, de les traiter intelligemment, pour adopter un comportement qui te permette de bien t'adapter dans une situation et d'avoir un comportement qui soit bon pour toi, mais aussi bon pour autrui.
Cette intelligence-là, elle a été vraiment découverte à la fin des années 80. Et aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne dans le cerveau grâce à l'imagerie médicale. On voit en direct live sur un écran d'ordinateur ce qui se passe là-haut. Donc, grâce à toutes ces découvertes en neurosciences, en psychosocial, en psychoclinique, aujourd'hui, on est vraiment en mesure de se dire voilà comment ça marche et voilà comment est-ce qu'on peut muscler, même si le cerveau n'est pas un muscle, muscler en fait cet atout dans la vie. Et en gros, comment ça marche ? Je vais te raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, avec un collègue à moi qui est prof en Californie, on avait décidé d'étudier des réalisateurs de cinéma à Hollywood. On s'amuse comme on peut dans ce métier. Et donc, on en avait suivi 7 à la culotte. Et t'en avais un particulièrement qui nous avait marqué. Donc, ce type-là, j'ai pas le droit de donner les noms, mais je vais donner 2-3 petits indices. Mais cette personne-là, donc réalisateur assez connu, on était à mi-tournage, était face à une situation assez inédite pour lui et très émotionnellement bullante. Donc le type, à mi-tournage, il est averti, informé que son actrice principale, elle-même très connue, est sur le point de quitter le plateau de tournage, de démissionner. Donc elle avait commandé une limousine à l'arrière du plateau de tournage qui l'attendait, et juste avant qu'elle rentre dedans, lui se précipite vers elle, il fait « Attends », etc. Là, elle se retourne. Nous, on a capturé la scène parce que j'avais mon collègue qui était tapis derrière le buisson, caméra au point. Et là, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais ? Elle lui jette un regard noir et là, pendant à peu près 1 minute, elle lui vomit toute sa haine. Elle lui dit que c'est un incapable, qui fait des erreurs de gestion, qui sait pas faire de la rétention des talents. Que l'actrice secondaire avait une loge plus grande que la sienne. Tu vois, comme quoi quelquefois, tu as des stéréotypes qui sont vrais, donc ça l'a fortement agacée. Bon, bref. Et là, on fait un zoom sur son visage au réalisateur qui se prend tout ça dans la tronche. Et on observe d'abord un petit rictus de satisfaction. On se dit, mince, on a pourtant contrôlé tout un tas de paramètres. Le type, il n'est pas sadomaso, il est plutôt psychiquement équilibré. Pourquoi est-ce qu'il sourit à ce moment-là ? Et peu à peu, ce sourire, il s'estompe. Tu vas comprendre pourquoi je te raconte tout ça. Et derrière, on voit que sa mâchoire se serre, ses sourcils se froncent, etc. Bon, bref, là, il expérimente de la colère. Et là, il fait un pas de plus. Il s'invite dans le jardin privatif de cette actrice. Donc voilà. Il rentre dans sa zone. Il réduit la distance de proximité. Et là, il se met à l'engueuler. Colère. Et là, on zoome sur elle, et en quelques secondes, on voit son visage qui se transforme et qui adopte un peu, tu sais, les expressions faciales du chat dans Shrek, quand il a fait une bêtise. Tu vois le truc ? Tout désolé et tout. Ouais. Et là, d'un coup, elle reprend timidement la parole, alors qu'il était encore en train de lui passer un savon. Et là, elle lui dit, ouais, en fait, j'ai merdé. Excuse-moi. Tu peux compter sur moi pour la deuxième moitié de tournage. Je vais être à 300% avec toi et je vais m'investir à fond. La scène se termine comme ça, elle reste. On va voir quelques semaines plus tard le réalisateur. On lui montre l'image. Bon, déjà, il avait un souvenir assez vivace du truc. Parce que quand c'est émotionnellement bulant comme ça, généralement, ça laisse une trace dans ta tête et dans tes zones mémorielles. Et là, il nous dit, il s'est passé un truc. Et ce truc-là, c'est que ça va t'aider à comprendre comment l'intelligence émotionnelle fonctionne. Et là, il te dit, en fait, pendant qu'il était en train de me vomir sa haine, il y a comme une espèce d'image qui s'est superposée entre son visage et mon visage. Et cette image mentale, c'était un vieux souvenir de quand j'étais ado. Et quand j'étais ado, je faisais partie d'un des gangs les plus dangereux de Los Angeles. Et j'ai ce souvenir je me baladais une après-midi avec mon père sur l'avenue principale de LA. Et là, il y a une bagnole qui déboule, les portes s'ouvrent, on se fait kidnapper tous les deux par des membres du gang rival. On est ligoté après dans un petit studio de 25 mètres carrés, dos à dos comme Indiana Jones, père et fils, sur 2 chaises, avec nos geôliers qui se pointaient toutes les 15 minutes avec un flingue qu'on nous mettait sur la tempe. Donc là, à nouveau, émotionnellement bulant. Et il dit, balade, situation inédite, je savais pas quoi faire, mais très émotionnel. Mais j'avais un autre souvenir. Et ce souvenir, alors là, je m'adresse à des gens un peu vieux. Autre souvenir, c'est une réplique de Huggy les bons tuyaux à Hutch, qui disait, tu sais, Hutch. Donc dans Starsky Hutch, cette série populaire des années, 70, datée au carbone 14 maintenant. Et Huggy les bons tuyaux qui disait à Hutch, tu sais, Hutch, 9 fois sur 10, quand un type te braque dans la rue avec une arme, il va pas appuyer sur la détente. Et il se souvenait avoir lu dans un magazine qu'en fait les répliques de Huggy les bons tuyaux étaient co-écrites par des criminologues, des psychologues, etc. Donc il y avait un fond de vrai là-dedans. Et donc quand il était face à ses geôliers, avec le flingue sur la tempe, donc c'est pas lui qui a le pouvoir dans cette situation-là, non.
Et ben il s'est mis à croire en fait Guy les bons tuyaux, à dire ok, là à l'intuition, à l'instinct, ben j'y vais. Donc il s'est mis à adopter un comportement de défiance, à insulter ses geôliers, à leur cracher au visage, et de manière surprenante, lui et son père furent libérés au bout de quelques heures. On refait un saut dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue de l'intelligence émotionnelle ? Quand tu es dans une situation inédite, là je reprends le cas lorsqu'il est face à son actrice démissionnaire, que tu n'as pas l'expertise technique pour régler le problème, mais que tout ça est très émotionnellement bulant, eh bien ton cerveau va chercher à toute vitesse, en quelques millièmes de seconde, va trifouiller dans un album photo de souvenirs émotionnels, de choses que tu as vécues, une situation à peu près analogue, avec des caractéristiques communes. Là, dans les deux cas, tu as quelqu'un qui te menace, dans les deux cas, il y a une question de viabilité. Dans un cas, c'est une question de vie ou de mort. L'autre, c'est viabilité économique, parce que si l'actrice, elle se barre, le film, il tombe par terre. Il tombe par terre, parce que tu dois recaster quelqu'un, tu dois retourner les scènes. Enfin bon, bref, c'est la mort du film. Et ben là, il y a ce souvenir-là qui a rejailli. Le petit rictus de satisfaction, c'est le cerveau émotionnellement intelligent qui te dit « Eh oh, j'ai la solution en magasin. » Donc je t'invite à répliquer ce comportement gagnant du passé. C'est ce qu'il a fait. Et ça a marché. Ça marche pas tout le temps, mais statistiquement, ça marche quand même vachement souvent. Donc quand vous êtes dans des situations qui vous surprennent, vous n'avez pas pu vous entraîner, etc., que c'est très émotionnel, et que vous avez suffisamment de bagou, de vécu dans votre vie, eh bien votre cerveau va pouvoir se servir de plein d'univers différents, de plein de souvenirs émanant d'ici ou là. Et tout ça, ce sera aidant. Les individus émotionnellement intelligents, ce sont des personnes qui, depuis très jeunes, sortent de leur zone de confort, vont aller, tels des paparazzis, photographier cérébralement plein de situations différentes qui vont épaissir cet album photo qui un jour te sera utile en fait, dans une situation un peu crispée. Mais on a toujours tendance, j'ai l'impression, en tout cas moi, à reproduire des schémas enfantins, c'est-à-dire qu'en fait tu te protèges toujours après de la même manière. Donc tu répètes un schéma, alors qu'en fait ce qu'il faudrait c'est avoir des schémas différents idéalement. Et c'est pour ça, sortir de sa zone de confort, aller dans des choses, on dit tiens là émotionnellement je vais pas être confort. Ça va être, il y aura peut-être de la frustration, il y aura peut-être de la colère, il y aura peut-être de l'angoisse, il y aura peut-être de la culpabilité, il y aura peut-être même de la honte à aller dans cet univers-là. Tout ça en fait va te permettre empiriquement de muscler à nouveau, d'épaissir cet album photo. Donc là tu sors de certains schémas en allant à la découverte tout simplement de la vie quoi. Donc l'intelligence émotionnelle, elle rime vraiment avec mémoire. Et c'est quelque chose qui fonctionne vachement bien et il y a tout un tas de bénéfices à développer ça. Au-delà du fait que ça te rend moins un sale con, que tu contamines moins négativement les autres, derrière tu es moins sujet au burn-out. Tout ça c'est des résultats de recherche. Tu vas avoir moins de maux MAUX de tête, de ventre, de dos. Tu vas avoir plus confiance en toi. Tu vas sécréter moins d'hormones de stress, de cortisol en situation stressante. Tu vas avoir un meilleur système immunitaire. Tu vas être en meilleure santé psychique, physique. Tu vas augmenter la qualité des relations avec les autres, que ce soit au boulot, que ce soit dans ton couple, que ce soit avec tes amis, etc. Tu vas avoir une employabilité plus forte. Enfin bon, bref, j'arrête là, mais tu as tout un tas de bénéfices qui sont intimement liés à ça. Il faut juste avoir conscience que tu es un agent pathogène en fait sur cette petite boule bleue. Tu as envie de faire quoi ? On a tous un CDD de vie. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce CDD de vie ? Aujourd'hui, on fait un examen de conscience de notre empreinte carbone. Moi, j'invite tes auditeurs à faire un examen de conscience de leur empreinte émotionnelle. Est-ce que tu as envie d'être un émetteur d'émotions bénéfiques pour toi, pour les autres, pour créer des dynamiques, pour créer de la créativité, pour être en ligne finalement avec tes besoins, tes envies ? Ou est-ce qu'au contraire, tu choisis plutôt le côté obscur de la force et tu deviens un espèce de sale con chronique qui fait beaucoup de mal aux autres et par effet miroir, par effet boomerang, qui se fera beaucoup de mal à soi-même. Mais est-ce qu'on a vraiment conscience de ça, de faire du mal aux autres ? J'ai l'impression que, je sais pas, mais moi je suis très porté sur les autres. Alors après, mais je dois sans doute être un sale con pour plein de gens. Quand tu es émotionnellement intelligent, tu as conscience de ça. Pourquoi ? Parce que tu as un niveau d'empathie qui est supérieur à la moyenne. Non seulement
T'es une éponge qui est capable de s'imbiber de plein de choses. Donc, tu vas t'imbiber des émotions des autres et des intentions qui se cachent derrière ces émotions-là. Donc, tu captes plein d'informations, plus d'informations que les autres. Et là, petit message aussi aux hypersensibles, voilà, qu'on essaie d'écraser dans cette société en leur disant qu'ils ont une tare, un handicap par cette hypersensibilité. Non, vous avez un super pouvoir. Vous êtes un héros Marvel. Parce que vous voyez des choses, vous captez sensoriellement des choses que les autres ne captent pas. Le seul truc à rajouter dans le panier, c'est qu'à un moment, il faut aussi être capable d'essorer cette éponge. Et ça, l'individu émotionnellement intelligent, il est capable de le faire. Parmi tout ce flux entrant d'informations émotionnelles, il faut faire un tri. Il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres, etc. Il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Ça, quand tu es capable de réguler tes émotions, qui est une vraie capacité, qui fait partie de cet arsenal de l'individu émotionnellement intelligent, là, si tu veux, oui, tu arrives à savoir quel est ton impact sur l'autre. Et tu arrives à corriger ça en direct live. Les psychologues parlent de profil méta. Tu sais, imaginons tu passes un entretien, on te pose une question, ou tu as ton jury qui te pose une question, tu délivres une réponse. L'individu émotionnellement intelligent est capable de moduler en direct live sa propre réponse parce qu'il perçoit l'impact de ce qu'il dit sur les autres. Que ce soit par des rictus, par des expressions faciales, la gestuelle, des mots qui sont dits, des intonations. Et donc derrière, se dire, ok, là il faut que je module quelque chose parce que je ressens l'impact de mon discours et peut-être que là il y a une incompréhension, donc il faut peut-être que je revienne sur un point, etc. Donc ça, tu as des gens qui le sentent en direct live. Et puis tu as ce qu'on appelle les secondaires qui, eux, le sentent bien plus tard, une fois rentrés chez eux, qui disent « Ah merde, là j'aurais dû la jouer autrement. » Parce que, en fait là j'ai dû froisser je sais pas qui, j'ai dû faire du mal à cette personne ou cette personne. L'individu émotionnellement intelligent, il est dans l'ici et maintenant. C'est une intelligence situationnelle dont je te parle. C'est presque une intelligence darwinienne de l'adaptation de l'ici et maintenant. Mais alors, la bonne question maintenant, c'est comment tu vois, c'est comment on fait en fait. Comment on fait pour faire le bilan? Comment on fait pour améliorer son intelligence émotionnelle? Parce qu'il y a il y a sans doute ton éducation, il y a sans doute ta manière d'être ou Parce que tu m'as dit aussi quand on préparait qu'il fallait vraiment se méfier de toutes les vidéos YouTube sur le développement personnel qui sont pas forcément qui t'emmènent pas forcément au bon endroit en fait. Ouais, alors avant de te donner des petits trucs, effectivement, je mets juste en garde les personnes qui seraient en questionnement fort, qui traverseraient aujourd'hui une crise existentielle, d'aller tout de suite acheter comme ça des programmes qui semblent séduisants sur le net et qui sont délivrés par des marchands de rêves, des marchands de sable. Donc ça, faut faire très gaffe parce que quand vous rentrez là-dedans, qu'il n'y a pas de cadre, etc., ça peut plus vous déstabiliser, vous déstructurer qu'autre chose. Donc ça, c'est une petite précaution. Il y a une manière de les repérer ou... Après, c'est des gens, souvent, on les voit dans leur posture. Quand vous avez quelqu'un de très égocentrique, qui est très narcissisant, qui est très sur lui-même, il y en a beaucoup des comme ça sur le marché, et qui vous promettent tout un tas de rêves, faites gaffe à ça parce que quand c'est trop, souvent c'est on vend du rêve en fait, on vend du rêve. Alors, il y a des petits trucs quand même qu'on peut faire. Qui sont faciles à faire. Déjà, vous pouvez passer un test d'intelligence émotionnelle fiable, si vous voulez un petit peu vous sonder. Donc vous avez nous on en a créé un. Alors il est spécifique pour les managers et dirigeants, mais bientôt il sera généraliste et tout le monde pourra le faire. Il s'appelle QE Pro, QE pour quotient émotionnel. Donc ça mesure, tu as 10 scores d'intelligence émotionnelle par compétence, etc. Un score général et puis tout un tas d'autres scores pour des sous-branches. C'est une photographie pour toi. Ça te donne un profil émotionnel et à partir de ça, il y a des coachs certifiés là-dessus qui peuvent faire de l'accompagnement sérieux sur des bases scientifiques. Et généralement, c'est 1h30 de séance, etc. Donc, il y a un site là-dessus, que-pro.com. Donc ça, c'est bien d'avoir quand même cette photographie-là parce que tu as plein de gens dans la société qui se pensent des superman de l'intelligence émotionnelle. Et en fait, qui en réalité, quand tu fais un vrai test, le sont pas vraiment. Ensuite, donc ça c'est le truc un peu engageant. Après, tu as des choses faciles à faire. Quand tu es un profil, par exemple Robocop, que tu as un peu pour toi les émotions c'est quelque chose de malsain, de biaisant, de déroutant, etc. Là, tu dois un peu travailler ton côté aussi empathique. Tu dois être un meilleur récepteur. Tu dois un peu plus t'ouvrir. Il y a des recherches qui montrent qu'il suffit pour ça, par exemple, de lire des romans de fiction. Parce que dans des
bon roman de fiction. Alors ça peut être le Caméléon de Tchekhov, comme ça peut être du Marc Lévy, enfin il y a aucun. Mais derrière, c'est t'as la psychologie des personnages qui est décrite, qui souvent vient de la tête du réalisateur qui l'a soit observé, soit vécu lui-même. Donc il y a une espèce de fond de vérité là-dedans. Et bien ça te permet aussi d'épaissir l'album photo dont je parlais précédemment, parce que c'est tu vas avoir tes neurones miroirs, la paparazzi, qui vont aussi capturer ça comme des expériences de vie. Propre, et tu diras tiens, ok, là je suis un peu dans la même situation que ce personnage là, donc peut-être que je peux tenter ce comportement qui pour lui avait marché dans ce bouquin. D'accord. Ça marche aussi pour les séries télé. C'est ce que j'allais dire. T'as des chercheurs qui ont montré récemment que plus tu binge c'est dévorer, gloutonner des séries télé type Lost, Desperate Housewives, Game of Thrones, etc., où t'as la psychologie des personnages qui est hyper chiadée, décrite et tout. Voilà. Et plus tu vas avoir plein de photographies qui vont venir aussi, qui vont atterrir dans ton album photo, et ça booste ton empathie. Donc ça, c'est des choses qui marchent. Moi, j'ai envie de dire, quand tu es face à un choix qui est difficile dans ta vie, que ce soit une reconversion professionnelle, ou un choix pour tes gamins, ou derrière par rapport à ton couple, ou par rapport... Bref, lorsque tu es comme ça à un carrefour de vie, suis ton intuition. Mais suis ton intuition, c'est-à-dire l'émotion forte que tu as, pas une intuition illusion. L'intuition illusion, c'est quoi ? C'est une simple projection d'un espèce de désir que tu as depuis toujours. Et tu dis en fait, il faut absolument que je le fasse. Non, c'est pas ça. Et en fait, ça, c'est carrément un raisonnement, en fait, mais qui est maturé depuis des années. L'intuition, c'est un truc qui vient soudainement, qui se manifeste par une émotion souvent très forte, qui t'envahit, et physiologiquement, tu as la chair de poule, tu as quelque chose qui te secoue, au niveau corporel. Et bien dans ces cas-là, suivre son intuition est plutôt un pari gagnant. T'as des travaux de recherche qui te montrent que ce soit pour le choix d'une bagnole, d'un appart, d'un ou d'une partenaire sexuelle, quand tu te fies à ça, il y a peu de chances que tu te trompes. Et tout le monde y a accès. J'ai l'impression que on a tous ce potentiel. Mais le potentiel sans doute, mais j'ai l'impression qu'on a été un peu coupé de ça, non ? On a été coupé, ou alors il y a beaucoup de choses qui se sont jouées même avant la naissance. C'est ce que je dis aussi dans le livre, la contagion émotionnelle. Donc c'est le dernier. C'est le tout dernier. Tu as des études qui te montrent que, par exemple, lorsque tu as une maman qui a eu pas mal de traumas dans sa jeunesse, qui était très stressée pendant la grossesse, tu as à un moment un phénomène de contagion émotionnelle qui s'opère, et tout ce stress-là va venir imbiber le petit être intra-utérin qui, à la naissance, lorsque tu auras ton bébé, sera beaucoup plus stressé que la moyenne. Ce qui va le limiter sur plein de choses, qui va ralentir son développement cérébral, corporel, etc., qui va figer certaines zones de compréhension émotionnelle. Donc, tu vois, t'as un vrai impact. Et tu vas culpabiliser les mamans, là. Alors, et les papas aussi, parce que là, il y a des études là-dessus qui montrent, et notamment sur des études sur des rats, qui montrent qu'effectivement, il peut y avoir transmission d'un espèce de patrimoine génético-émotionnel via le papa, et notamment via certaines séquences au niveau des spermatozoïdes, et où tu as transmission sur plusieurs générations. Donc là, il y a une espèce de parité dans la culpabilité. Donc à nouveau, on a une espèce de responsabilité aussi quand on veut avoir des gamins et tout. Il y a une espèce de on a un leg émotionnel. Alors, rien n'est figé, bien sûr, pas de déterminisme, mais on ne naît pas d'un point de vue profil émotionnel tous sur la même ligne de départ. Donc ça, faut aussi le savoir. Et après, dans ton éducation, tu as des études qui montrent que quand tu as les deux parents qui ont un quotient intellectuel très élevé et un quotient émotionnel très faible, les gamins sont en règle générale très angoissés, ont peur lorsqu'ils anticipent le futur, etc. Pourquoi ? Parce que ce type de parents très froids, très analytiques, sont pas à l'écoute des besoins, rejettent tout ça. Il y a très peu de manifestations affectives, donc ils créent des fêlures, des choses comme ça qui font qu'à nouveau tu prends un peu de retard dans ton développement. Mais tout ça peut, si tu veux, avec le temps, avec ces photographies mentales dont je te parlais, l'expérience, être en partie aussi corrigé.
Et là, tu parlais tout à l'heure, je reviens pas mal en arrière, mais tu parlais du profil type Terminator qui est froid. C'est quoi les autres profils? En gros, tu en as 2 vraiment. Et là, tu as aussi le test dans le livre où tu peux savoir si tu es Bob l'éponge, donc là où tu es en imbibation émotionnelle de tout, ou alors si tu es profil Robocop où tu es plutôt opaque. Robocop. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que l'individu émotionnellement intelligent, c'est presque, si tu vois, en fait, il faudrait que Robocop et Bob l'éponge se reproduisent et fassent un super être métissé qui sait à un moment quand il faut un peu se détacher des émotions, mais en même temps qui reste quand même connecté aux émotions parce qu'il en comprend l'utilité. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire au profil Robocop, peut-être qu'ils nous écoutent, certains, que vous avez beau combattre les émotions, vous avez beau les refouler systématiquement, quand une émotion intense, très forte s'invite en toi et donc veut te dire quelque chose de fort, une émotion c'est un panneau signalétique comme ce que tu retrouves au bord de l'autoroute, et bien à force de la refuser, elle va un peu s'énerver, elle va grossir et à un moment elle peut amener à une éruption volcanique qu'on peut appeler trouble dépressif, burn-out, etc. Et tu dis attends mais arrête, ça fait des années que je te dis que tu es engagé sur la mauvaise route, maintenant reviens sur une route qui te correspond beaucoup plus. Et là pour illustrer ce point, faut juste garder en tête, alors on a les références qu'on a, et moi j'ai beaucoup aimé ce livre, devenu un film qui s'appelle Jurassic Park. Alors je veux rien spoiler de l'histoire pour les gens, les quelques rares personnes qui n'auraient pas vu ou lu cette histoire-là, mais ça se passe plutôt mal à la fin, pour les méchants, hein, on est à Hollywood. Mais derrière, en gros, on veut concevoir un parc avec des dinosaures, etc., contrôler tout ça, et puis faire des visites touristiques de ces dinosaures. Et les concepteurs du parc disent à un moment, oui, mais nous on ne met que des dinosaures femelles dans le parc. Pourquoi ? Leur demande à un moment ce mathématicien célèbre interprété par le formidable Jeff Goldblum, un peu barré comme ça, il dit mais pourquoi ? Il dit nous on veut contrôler les naissances. Et là Jeff Goldblum a cette réplique moi que j'adore, il dit mais vous êtes fous. La vie, ça se contrôle pas, elle trouve toujours un chemin. C'est exactement la même chose pour une émotion puissante. T'as beau essayer de l'ensevelir sous un tas de sable, etc., elle va jamais mourir parce que ce qu'elle a à te dire, c'est essentiel pour toi. Et comment, en fait, tu parlais tout à l'heure de... pas d'émotion, mais pardon. Tu parlais tout à l'heure d'instinct. J'ai la sensation que tout le monde n'arrive pas, même si c'est ce que tu décris, une émotion très forte qui vient en toi, etc., j'ai la sensation que parfois, on n'arrive pas à la reconnaître. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à suivre leur intuition. Quand on dit oui, il faut suivre son intuition, en particulier chez les hommes où c'est un peu moins développé que chez les femmes, j'ai la sensation aussi. Peut-être que je me trompe. En tout cas, peut-être que c'est faux. Disons que chez les personnes qui ont un masculin très développé, plus qu'un féminin développé. Donc ça peut être des hommes et des femmes en réalité. Comment on fait pour développer ce truc ? Ça vient avec le développement de l'intelligence émotionnelle. Donc là, en développant ton empathie, c'est vraiment quelque chose qui est. Alors, je vais te dire un truc, quand l'intuition, à un moment, le signal, on le reçoit à peu près tous. Simplement aujourd'hui, l'éducation peut faire que c'est très vite étouffé parce que tu vois, t'as des tabous intériorisés, des normes, des machins. Aujourd'hui, on est dans une société où on a très peu confiance en soi et on croit vachement à l'assistance. Tu vois, on a assisté surtout pour venir jusqu'ici. Dans mon taxi, t'as le Waze, t'as le machin. On a assisté partout, surtout. Donc en fait, quelquefois, on considère beaucoup plus des avis d'autrui qu'on juge plus expert, etc., que finalement ce truc qui vient en nous, et donc derrière on s'écrase en fait, ça vient brouiller notre signal intuitif du départ et on se dit ok, on va plutôt aller vers un truc qui nous semble plus cohérent, plus analytique. Donc surtout dans le pays de Descartes où tu vois, t'as une chape de plomb là-dessus. Et dès que tu sors un peu du cadre, t'es tout de suite, boum, on te ramène au cadre. Donc t'as ça. Le petit conseil que j'ai à donner aux personnes qui voudraient se tester d'un point de vue intuitif, quand vous avez vraiment un truc qui est en jeu pour vous, qui vous tient à cœur, et que vous avez un espèce de signal fort, en fait, au moment d'essayer juste de verbaliser ce que vous êtes en train de ressentir, dans votre petite voix intérieure là que vous répétez, que les autres n'entendent pas, essayez de penser, non pas dans votre langue maternelle, donc en français, essayez de penser plutôt dans votre deuxième langue. Ça peut être par exemple l'anglais. Pourquoi ? Personne n'est vraiment bilingue en vrai, c'est très rare. Tout simplement parce que le dictionnaire affectif, le nombre de mots dont vous disposez dans cette langue, il est beaucoup plus réduit. Donc en fait, lorsque tu te mets
à te parler dans cette deuxième langue, tu vas aller, comme disent les Américains, straight to the point. Il n'y aura pas tout un tas d'habillages, tu sais, qu'on retrouve dans le français, ou on met je sais pas quoi, des tournures de phrases, des choses un peu complexes, et qui t'éloignent à nouveau de ce premier signal intuitif. Là, c'est sujet, verbe, complément. Boum. En fait, c'est quelque chose de brut. Ce quelque chose de brut a une probabilité très forte d'être connecté finalement à ce que tu ressens dans ton fort intérieur. C'est parce que je fais ça, moi. Ah bah tu vois. C'est marrant. Et ça marche, c'est un truc qui marche. Ouais. Je le fais pas pour ça, je sais même pas pourquoi je le fais d'ailleurs. Mais... Tu le fais instinctivement parce que tu sais que ça marche. Ça doit être ça. Mais l'intuition, c'est savoir sans savoir. Donc tu sais sans savoir. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Alors moi, j'ai envie de claquer la porte à une dérive que je trouve aujourd'hui forte et qui est l'attitude que peuvent avoir certains grands-parents vis-à-vis de leurs enfants. Je te parlais un moment de legs émotionnels, de choses comme ça. Il se trouve que dans le bouquin, j'allais observer plein de populations différentes et notamment des survivants, des personnes qui ont survécu soit à des crashs aériens, soit à des catastrophes en expédition dans la zone de la mort, sur l'Everest, le K2, etc. Et ces personnes te disent toutes la même chose. Elles te disent, mais en fait, moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai rebondi, j'étais en résilience, qu'à un moment, alors que j'étais aveugle, etc., à moitié mort, je gisais, j'ai trouvé la force mentale pour me relever et avancer. Tous te disent, en fait, c'est en pensant à mes gamins. Et là, tu te dis, ok. Bon, j'ai pas à faire des gosses. Penser à mes gamins, ou alors, tiens, il y en a un autre. Ouais, moi, je pensais à mon père. J'avais qu'une seule envie, c'était de retrouver mon père. Tous ces liens affectifs que tu crées avec tes proches, ton cercle premier, alors c'est pas forcément, des fois t'es dans des configurations où t'as pas de gamin, etc. Mais vraiment les gens qui comptent, ce petit cercle affectif le plus fort. Eh bien, tout ça, c'est une valeur refuge. C'est plus puissant que l'or, c'est plus puissant qu'un investissement dans le bâtiment, etc. C'est une valeur psychique qui te permet de rebondir. Lorsque tu tombes, eh bien ça te permet d'avoir un espèce de sursaut intérieur. C'est un tapis de sursaut intérieur psychique qui te permet de te relever. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, les grands-parents qui ont la chance d'avoir accès, par exemple, à leurs gamins, n'investissent pas assez affectivement dans ces gamins. Donc derrière, ils les privent, en fait, d'une certaine force, d'outils, qui sont ces souvenirs-là, qui à un moment, dans un moment de moins bien, de déprime, leur permettraient d'être résilients. Et eux-mêmes se privent aussi de ces gamins. Et tu le vois, moi je l'ai vu, je l'ai remarqué dans des EHPAD ailleurs, des gens en fin de vie qui commencent à regarder dans le rétro. Il n'y a plus personne qui vient les voir et qui se disent merde, j'ai passé mon temps à désinvestir affectivement. Donc derrière, j'ai un retour sur désinvestissement affectif. Donc personne vient me voir. Ça accélère leur décrépitude. Ça accélère tout un tas de choses peu heureuses pour eux. Donc tout le monde a y gagné à un moment à investir là-dedans. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de temps de cerveau dispo pour finalement les gens qu'on aime, où voilà, on est systématiquement kalachnikofé par des notifications sur notre smartphone, on veut rester attaché au fil sur de tweets ou de notre communauté, parce que derrière, si on s'en éloigne un petit peu, on n'a plus l'impression d'être dans le cercle, etc. Donc il y a tout un tas de choses supra-futiles en fait d'un point de vue psychique qui, d'une certaine manière, nous empêchent de nous connecter à l'essentiel, qui est une vraie force en fait pour les uns et les autres. Donc là, c'est presque un coup de gueule. Voilà, je claque la porte, assez pratique. Et je suis pas en train de dire aux grands-parents ne vivez pas votre vie moderne de grands-parents, allez explorer plein de choses sur cette petite boule bleue. Mais derrière, n'oubliez jamais aussi d'investir dans ce qui est essentiel pour vous. Et vous aurez un retour sur investissement par rapport à ça. Ça marche aussi pour les parents. Et ça marche aussi pour les parents, mais là je l'ai un peu ciblé grands-parents parce que... Et alors je tiens à dire, de mon côté et du côté de ma femme, j'ai pas ce souci-là, j'ai un peu de chance, mais je l'observe trop souvent et ça crée de gros dégâts, réellement. Super. Merci beaucoup Christophe. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt.